Bonjour. L'intelligence artificielle, présente dans notre quotidien depuis des années déjà, a marqué un tournant fin 2022 avec la sortie des IA génératives incarnées par ChatGPT. Une révolution technologique, mais également des usages, est en cours et vient modifier profondément notre rapport au travail et aux méthodes utilisées. Entre inquiétude et enthousiasme, le monde des études est amené à s'adapter, voire à tirer parti de ces nouvelles solutions, de cette nouvelle donne, en exploitant toutes les possibilités offertes par les intelligences artificielles. Aujourd'hui, je vous propose de voir dans quelle mesure l'IA peut nous aider au quotidien pour exploiter au mieux les données textuelles, les verbatims, les entretiens, les focus group, tous les types de corpus, masse de données textuelles que vous pouvez exploiter au quotidien. Dans un premier temps, je prendrai juste quelques instants pour vous rappeler qui est Sphinx. Chez le Sphinx, nous proposons une approche à 360 degrés pour gérer vos études, incarnée à la fois par un institut, une équipe de près de 20 personnes, qui vous aide au quotidien pour l'ensemble de vos projets, études RH, expérience client, notoriété image, test produit, mais également, et bien évidemment, c'est ce qui a fait la marque de fabrique de Sphinx, c'est de la technologie à travers la mise à disposition et l'édition de logiciels pour réaliser tous vos projets d'enquête, analyse de données, collecte multicanal, gestion de panels propriétaires, analyse quanticali, data visualisation et reporting partagé. Donc nous sommes capables de vous délivrer des solutions à la fois à travers des services via notre institut d'études et à travers des logiciels pour vous permettre de réussir vos projets au quotidien. Alors, cette présentation s'articulera autour de 3 temps. Dans un premier temps, je vous présenterai finalement les différentes méthodes et process qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour exploiter les données textuelles. Je vous présenterai dans un second temps finalement comment les IA génératives permettent de vous faire gagner du temps dans votre travail au quotidien pour éliminer finalement toutes les phases trop chronophages. Et enfin, je vous montrerai comment, avec Sphinx, avec nos solutions d'analyse de données quanticali, vous pourrez exploiter toutes vos données textuelles en mixant avec les solutions d'IA générative. Alors finalement, comment l'IA aujourd'hui intervient dans le monde des études? On va considérer 3 grandes phases. Une phase qui concerne finalement l'organisation des idées, la conception plutôt d'un questionnaire. Donc les IA peuvent vous aider pour bien poser votre problématique et voire élargir son champ de recherche en interagissant via des prompts avec les outils. Il vous permettra également de structurer votre questionnaire et voire d'optimiser finalement la rédaction du questionnaire avec une première proposition en lui demandant d'améliorer. Les IA peuvent vous aider également dans les phases de diffusion pour rédiger des messages d'invitation par exemple, ou encore nettoyer une base de destinataires en identifiant toutes les adresses invalides, complexes, etc. Et bien entendu, les IA génératives peuvent vous aider dans la phase d'analyse et d'exploitation des données. À travers, si on fait un focus par exemple sur les données textuelles, l'identification des sentiments et de la tonalité des verbatims, à travers l'identification des thématiques, des idées qui sont présentes et qui sont dans le texte, et bien entendu à travers sa capacité à interpréter des données et à comprendre des analyses complexes que l'on peut lui mettre à disposition pour pouvoir les interpréter. Et c'est sur ce troisième point que nous a intéressé, donc c'est l'exploitation des données et l'utilisation des IA pour faciliter la compréhension des résultats. Alors si maintenant nous nous intéressons à l'analyse sémantique, ce que je vous propose, c'est donc de lister les différentes méthodes qui sont aujourd'hui disponibles afin de pouvoir poser le décor et comprendre ensuite comment l'IA pourra vous aider à les optimiser. Finalement, quand on se retrouve face à des données textuelles massives qui peuvent provenir d'enquêtes, qui peuvent provenir d'entretiens, qui peuvent provenir de données du web, on va se poser un certain nombre de questions. La première, c'est finalement quoi? Quelles sont les thématiques qui sont abordées par les individus? Que me racontent les répondants? Qu'est-ce qu'ils me racontent, pardon. La deuxième, c'est comment? Dans la manière de s'exprimer, finalement, est-ce qu'on est sur des commentaires qui sont plutôt orientés de manière positive, de manière négative? Est-ce qu'on est sur du partagé, du neutre? Quels sont les sentiments qui sont présents? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est enthousiaste? Est-ce que l'on est surpris? Troisième point, c'est comment finalement? Par rapport à l'ensemble des thématiques qui sont c'est combien, pardon? Par rapport à l'ensemble des thématiques qui sont abordées, dans quelle proportion elles sont présentes? Finalement, où sont mes signaux faibles? Quelles sont les grandes idées générales sur lesquelles tout le monde s'accorde? Donc on va essayer de quantifier. Quatrième point, c'est qui? Par rapport à l'ensemble des commentaires qui sont émis, finalement, qui sont les individus qui sont derrière? Ai-je affaire à des hommes, à des femmes, à des CSP+, à des individus qui sont satisfaits, quels sont finalement leurs usages? Donc je vais essayer de contextualiser. Et enfin, c'est pourquoi? C'est par rapport à l'ensemble des commentaires, à l'ensemble des idées qui sont émises, dans quelle mesure
elles peuvent être influencées par un contexte, par une origine, par une identité. Et donc c'est la mise en relation de l'ensemble des éléments pour pouvoir bien expliquer la construction des idées par les répondants. Donc ce que l'on va faire, c'est dérouler les différentes méthodologies. Une des méthodes qui est utilisée, c'est la classification hiérarchique descendante. Donc on va se retrouver face à une masse de données textuelles, dont des individus s'expriment sur différents sujets. Et ce que l'on va chercher à faire, c'est à regrouper ces individus dans plusieurs classes, donc identifier les personnes qui ont des idées proches en fonction des lexiques qui sont utilisés, afin de les regrouper avec une classe A, une classe B, une classe C. Donc on va finalement faire une typologie sur la base de données textuelles. Ces classes vont être ensuite caractérisées finalement par des lexiques, par les mots, les expressions des individus. Donc ici, dans cet exemple, on interroge des individus pour savoir ce qu'ils feraient s'ils gagnaient au loto. Ils vont nous raconter différentes choses. Et on va voir qu'on a une classe ici en rouge qui est marquée par les mots-clés tels que investir, économiser, bénéfice, placer, revendre. Une seconde classe en bleu clair dans laquelle on va retrouver surtout des mots autour du besoin, faire don, aider, partager, contribuer, don caritatif. Et puis la troisième classe en bleu foncé où on a vivre, apprécier, voyage, changer, réfléchir. Donc on va aller observer les mots spécifiques de chacune des classes pour ensuite pouvoir aller les nommer et identifier 3 catégories d'individus, les investisseurs, les altruistes et les jouisseurs. Donc cette méthode de classification hiérarchique, ce que l'on cherche à faire, c'est finalement construire une typologie sur la base des données textuelles qui sont présentes dans le texte. Deuxième méthode, c'est finalement l'idée de comprendre les récits en identifiant des catégories sémantiques. Donc c'est être capable de construire une grille thématique qui va lister l'ensemble des idées qui sont abordées par les individus. Cette catégorisation sémantique pourrait être faite de 3 manières, et on le verra ensuite, à travers une codification manuelle. Donc une personne, on va avoir une lecture humaine et une codification qui sera faite à la main. Par association lexicale, on va chercher finalement à identifier dans chaque catégorie sémantique les spécificités lexicales, quels sont les mots, les expressions qui permettent de rattacher un verbatim à une thématique. Et enfin, via l'intelligence artificielle, notamment le machine learning, en apprenant à une intelligence, en lui fournissant toute une masse de données déjà codées pour qu'elle puisse comprendre et reproduire ensuite, aller identifier les thématiques sur la base de l'apprentissage qu'elle a effectué. Donc la catégorisation sémantique, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder dans l'ensemble du texte quelles sont les idées qui sont présentes, de telle sorte à identifier le sujet A, sujet B, sujet C, sujet D, sujet E. Ce qui donnera lieu ensuite à une quantification. La deuxième approche, finalement, c'est de comprendre, c'est pour répondre à la question du comment, c'est comprendre l'orientation des commentaires. Est-ce qu'on me parle de manière positive ou de manière négative? Quelle est la polarité? Et de la même manière, elle pourra se faire par trois axes, une codification manuelle, une lecture humaine et une codification, par ce qu'on appelle l'analyse symbolique, qui est un mix où on va identifier la polarité en fonction des lexiques, mais également de la syntaxe. Et le troisième point, c'est par machine learning, via les agents d'intelligence artificielle. Donc ici, on a un exemple de verbatim. Mon conseiller a toujours réussi à se rendre disponible pour me tirer un rendez-vous. C'est vraiment très appréciable. Je regrette simplement qu'il soit pas réactif, etc., etc. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans ce verbatim, on va isoler les éléments positifs, les éléments partagés et les éléments négatifs pour pouvoir finalement aller positionner ce verbatim sur une échelle de mesure qui peut aller de -1 à +1, de 0 à 100. Finalement, je vais identifier, pour pouvoir dire si on est sur quelque chose de plutôt négatif, de partagé ou de positif. Ce qui, au bout, me permettra de sortir un indicateur quantitatif de mesure de polarité des verbatims en disant, voilà, soit on a 50% d'avis négatifs, 50% d'avis positifs, soit de dire que le score moyen de polarité est de 0,5 sur 1. Lorsque l'on est sur des textes, il faut effectivement toujours aller identifier les contextes. Donc dans cet exemple, toujours sur ce même verbatim, on va voir finalement que le verbatim a été mis à l'agence de Concorde le 25 septembre 2022 par un client pro, après un rendez-vous entre le client et son conseiller. Cette identification des contextes, donc cette remise du verbatim en contexte, elle nous permettra derrière d'avoir une approche par triangulation, par mix des approches, où on va finalement comprendre le lien entre les thématiques abordées par les individus, la polarité, la manière avec laquelle ils nous parlent, et finalement toutes les données que l'on a sur eux. Est-ce qu'on est sur des hommes, sur des femmes, sur des CSP+, CSP-, sur des individus qui sont satisfaits ou insatisfaits? On va essayer de contextualiser ces verbatims et de voir
quels sont les effets du contexte sur les idées abordées, sur la manière avec laquelle les individus nous parlent. Et on va passer finalement d'une masse de données complètement déstructurée, donc ce qui est la donnée textuelle, à des indicateurs quantitatifs clairs et lisibles qui pourront être ensuite exploités par des managers. Donc par rapport aux méthodes on a une première approche par rapport aux méthodes qui sont utilisées, donc je vais faire un rapide rappel du mode de fonctionnement. Donc sur la codification manuelle, ici, à nouveau l'exemple du loto. Si vous gagnez au loto, que feriez-vous? Je récupère des verbatims, je donne tout à mes enfants, j'achète une nouvelle voiture, j'investis dans une entreprise, j'achète un vélo, etc. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est à lire tous mes verbatims, et pour chaque verbatim, définir à quelle catégorie il appartient. Donc je donne tout à mes enfants, c'est la thématique partagée. J'achète une nouvelle voiture, j'invite mes amis en vacances, c'est partager, mais c'est également profiter. J'investis dans une entreprise, c'est investir, profiter, etc., etc. Donc, une personne humaine va lire les verbatims et, en fonction des idées qui sont présentes, va l'associer aux thématiques, à la grille thématique, aux thématiques de ma grille que j'aurai construite. L'analyse thématique par codage manuel, donc elle va être appropriée dans le cas, avant tout, on a du temps, puisque c'est une opération qui est assez chronophage. Ce qui veut dire qu'on peut le faire sur des petits volumes de données, dès lors, donc moins de 500 commentaires par exemple, dès lors qu'on est sur des volumes de plusieurs milliers, ça devient très compliqué, du coup très coûteux. C'est également pertinent lorsqu'on est sur des contenus très experts, pointus, qui demandent une expertise certaine. Donc dans ces cas-là, pour pouvoir bien distinguer les sujets, il est préférable d'avoir un humain qui est en face. Et puis c'est également utile quand on veut faire, c'est l'occasion lorsqu'on code, de pouvoir saisir au passage l'orientation, donc la polarité des verbatims. La deuxième méthode, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la codification par association lexicale. Donc je vais construire une grille thématique et en fonction des thématiques abordées, je vais essayer d'identifier les lexiques qui permettent de faire l'association du verbatim à la thématique donnée. Donc à nouveau mon exemple sur le loto, je donne tout à mes enfants, j'achète une voiture, etc. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer par une opération qui consiste à nettoyer le corpus, donc éliminer tout le bruit, en ne gardant que les mots qui font sens, donc les mots-clés qui peuvent être des adjectifs, des verbes, des substantifs, donc des noms communs. Donc on a une opération de lématisation qui consiste à réduire le mot à sa racine grammaticale pour éviter tous les contresens, le « nous avions des avions » qui devient « avoir avion ». Donc tous les mots sont traités sous la forme masculin singulier et les verbes à l'infinitif, qui permet d'effectuer des regroupements. Et on va ensuite aller chercher à associer chaque mot à une thématique. Donc comme tout à l'heure, on a une grille thématique, partager, investir, profiter. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va identifier dans le texte les segments, donc les groupes de mots ou les mots-clés, qui seront associés à des thématiques. Donc acheter voiture, ça va devenir profiter, et investir va être associé à la catégorie investir. Donc finalement, on construit une grille, on va dire, voilà, j'associe le verbatim à la notion de partage, dans le cas où je vais trouver partager, donner, assister, aider. Je vais associer un verbatim à la thématique investir dans le cas où j'ai épargné, investir, placer de l'argent, etc., etc. Donc là, on est sur des catégories qui sont assez simples. Évidemment, on peut avoir des grilles beaucoup plus complexes. L'intérêt de l'analyse thématique, donc elle sera appropriée dans le cas, l'analyse par dictionnaire, on est sur des volumes de données importants. Donc au-delà de 1000 verbatims, ça vaut vraiment le coup de se poser la question de passer par cette méthode-là, parce que finalement, qu'on ait 1000 verbatims ou qu'on ait 100 000, le temps de traitement sera le même. Lorsqu'on est sur des données en temps réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces moteurs pour avoir une codification au fil de l'eau. À chaque fois qu'un nouveau verbatim arrive, je vais l'associer à une thématique qui éventuellement me permettra de déclencher une action, rappeler une personne, renvoyer un message vers tel ou tel service, etc. Donc lorsqu'on est sur les analyses longitudinales, l'idée de capitalisation, donc on a un peu de temps au départ pour construire sa grille, faire ses associations lexicales, puis on ne veut plus recommencer derrière, on veut que ça se mette à jour en permanence. Et l'intérêt, c'est que lorsque cette grille thématique par dictionnaire a été construite, on pourra finalement l'appliquer à toute nouvelle étude qui est sur le même sujet. Ça se fera à peu près en un claquement de doigts. La troisième méthode, c'est l'analyse thématique, cette fois par machine learning ou via les intelligences artificielles. Donc à nouveau, sur mon étude pour le loto, on récupère les verbatims. Cette fois, le principe, c'est d'aller entraîner un moteur à reconnaître une catégorie en fonction d'une codification qui a été faite ultérieurement. Donc c'est un peu lorsque on veut intelligence artificielle lui faire la distinction entre un chien et un chat, on va lui exposer des photos de chat, des photos de chien, chat, chien, pour que, on en exposer, je sais pas, 3000 ou 5000,
pour qu'au bout de la 5001e, il puisse nous dire, lorsqu'on lui envoie, s'il s'agit d'un chat, un chien, en fonction des spécificités qu'il a reconnues. Bref, là, c'est la même chose, sauf qu'on est sur des données textuelles. Donc, on lui apprend, on le nourrit pour qu'il apprenne à reconnaître les spécificités de chacune des catégories, de telle sorte à ce que lorsqu'un nouveau verbatim arrive, il puisse l'associer à la bonne. Donc le codage par IA, il est approprié lorsqu'on est sur des volumes importants, c'est-à-dire que sur quelques centaines de verbatim, ça vaut absolument pas le coup. Donc j'ai mis une valeur à plus de 10 000, puisque plus on a de thématiques, plus il faut entraîner le moteur. Lorsqu'on est sur du temps réel, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur des méthodes API qui permettent d'avoir un retour en direct de la codification. Lorsqu'on est sur une analyse longitudinale, lorsqu'on a le temps au début, finalement. Et puis surtout, on va pouvoir s'appuyer sur ces méthodes-là lorsqu'on a un budget important, puisqu'on est sur des technologies qui sont gourmandes en ressources, mais également qui demandent un temps d'apprentissage assez long. Voilà, donc finalement, dans les points de vigilance, lorsqu'on a à effectuer une analyse thématique des verbatim, le premier point, c'est quel est le volume de données. Est-ce que je suis sur quelques centaines ou sur plusieurs dizaines de milliers? C'est la récurrence. Est-ce que je suis sur une étude one-shot ou est-ce que je vais avoir sur un baromètre, une étude longitudinale qui va se répéter en permanence? Est-ce que je suis sur des contenus experts ou au contraire plutôt standards? Et enfin, quel budget quel est le temps que je vais pouvoir allouer à cette analyse-là? Et ce qui nous permettra finalement, en fonction de ces différents critères, d'orienter, de choisir la méthode la plus adaptée. Donc je ne vais pas commenter ce tableau, je vous laisserai cliquer sur pause si vous voulez pouvoir le visualiser, prendre le temps de l'interpréter. Bien, maintenant donc, nous rentrons dans le vif du sujet. Dans quelle mesure, par rapport à tout ce que je vous ai présenté, l'IA aujourd'hui pourra vous permettre de gagner du temps? Donc ce que j'ai fait l'exercice avec ChatGPT pour voir finalement par rapport aux tâches que j'effectue au quotidien pour pouvoir exploiter ces données-là, pour voir comment il pourra m'aider. Donc on a tout d'abord le cas de la classification hiérarchique descendante. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté que l'on pouvait catégoriser des individus, donc les regrouper dans des classes, en fonction de l'observation des lexiques utilisés pour s'exprimer. Donc la classification hiérarchique descendante, le résultat, c'est qu'il va me donner des classes, et pour chacune des classes, les lexiques spécifiques. Donc la classe A, ici, avec réponse, information, question, précis, rapide. La classe B, avec gain de temps, formulation. Classe C, avec idée, travail, etc., etc. Ce qui veut dire que l'analyste va devoir aller comprendre, interpréter finalement cette analyse-là, essayer de comprendre quels sont les mots spécifiques pour pouvoir nommer correctement ces classes et ensuite les mettre en perspective avec le reste de ces données d'études, toutes les métadonnées. Donc j'ai fait l'exercice, j'ai interrogé ChatGPT, je dis voilà, dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, j'ai récupéré des verbatim qui expliquent la motivation des répondants à utiliser des IA. J'ai identifié 5 classes A, B, C, D, E en réalisant une classification hiérarchique. Ci-dessous, les lexiques spécifiques de chacune des classes. À partir de ces éléments-là, propose-moi des mots intelligibles pour chacune des classes avec un bref descriptif de chacune. Donc je lui envoie au-dessous la classe A avec tous les mots spécifiques de la classe A, la classe B avec tous les mots spécifiques de la classe B, classe C, classe D, classe E. Voilà, donc là, ici, on voit que la classe A parce qu'il n'y avait pas la place sur l'écran. Et la réponse de ChatGPT, c'est voici une proposition de nom pour chacune des classes basée sur les termes spécifiques que vous avez fournis. Donc la classe A, on parle de recherche rapide et efficace, donc il me donne l'explication. La classe B, reformulation et clarification. Classe C, inspiration et guidance. ChatGPT fonctionne par exemple très très bien en anglais. De temps en temps en français, les terminologies ne sont pas forcément adaptées. La classe D, assistance rédactionnelle analytique. Et la classe E, optimisation linguistique et structurelle. Donc là, j'ai finalement quelque chose de clair, d'intelligible, où on voit bien la distinction entre les différentes catégories, que maintenant je vais pouvoir utiliser dans mon logiciel pour finalement aller mettre en perspective cette typologie-là avec les deux autres données d'études pour essayer de comprendre finalement qui se cache derrière chacune des classes, recherche rapide, reformulation, inspiration, guidance. Donc est-ce qu'il s'agit d'étudiants, est-ce qu'il s'agit de profs, est-ce qu'il s'agit plutôt de Bac+2 ou de Bac+5, etc., etc. Voilà. Deuxième exemple, ce que je cherche à faire, donc on l'a vu, on va essayer d'effectuer une analyse thématique. Une des principales difficultés, c'est d'arriver à construire une grille qui soit claire et qui soit bien en lien avec tous les commentaires qui sont abordés par les individus. Si par exemple on prend le cas d'une enquête. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une excellente connaissance du sujet, auquel cas finalement a priori je vais pouvoir construire ma grille
et la valider en fonction des verbatims que j'ai. Soit je ne connais pas bien le sujet, auquel cas il faut que je lise un maximum de verbatims pour m'en imprégner et construire finalement un modèle qui correspond, un modèle de pensée qui correspond à ce que les individus racontent. Donc de la même manière, je suis allé interroger ChatGPT, je lui dis voilà, donc ci-dessous, j'ai pris des données issues d'une enquête de satisfaction que l'on a faite auprès de nos clients pour notre service de support. Donc je lui dis ci-dessous une liste de verbatim issue d'une enquête de SAT, satisfaction réalisée auprès de nos clients, service de hotline. Peux-tu me lister les 15 principales thématiques présentes dans le texte? Donc j'ai fait un extract de verbatim à peu près représentatif, j'ai éliminé tout ce qui était trop court, tout ce qui était trop long, j'ai fait un tirage aléatoire sur l'ensemble pour avoir finalement des verbatims qui sont suffisamment différents pour qu'ils puissent avoir une idée assez claire. Les réponses de ChatGPT, donc après avoir examiné les verbes, donc au début je n'avais pas la place, mais il me dit bah oui bien sûr je vais y arriver. Donc après avoir examiné les verbatims que vous nous avez fournis, voici les 15 principales thématiques que j'ai identifiées. Rapidité, réactivité, qualité des réponses, prise en charge, méthode, etc. etc. Donc à nouveau, avec la connaissance que j'ai, finalement, puis en comparant avec le travail qu'on a pu effectuer par le biais de chef de projet, de chargé d'études, on a ici une grille qui est de qualité, éventuellement que je vais pouvoir modifier pour qu'elle soit plus proche finalement de mon métier, mais j'ai quelque chose qui est exploitable et que je vais pouvoir éventuellement retravailler. Alors pour que ça marche bien, il faut toujours avoir des prompts, donc c'est une question qui soit la plus précise possible, qui soit bien guidée, pour éviter d'avoir quelque chose qui ne soit pas adapté. Donc dans cet exemple, ici, je sais que finalement, avec une quinzaine de thématiques, j'ai quelque chose de solide. Donc il est important de préciser que j'en ai 15 et j'en ai pas 3 ou 50, parce qu'il est capable de me donner tout et son contraire. Donc il faut essayer de le cadrer, de le structurer, pour avoir quelque chose qui correspond à ce que l'on attend. Troisième exemple, donc tout à l'heure je vous ai expliqué que sur la base d'une grille thématique, on pouvait soit effectuer un codage manuel, soit effectuer un codage par association lexicale. C'est-à-dire que je vais aller finalement en face de chaque thématique, chercher tous les lexiques, donc les mots-clés et les expressions, qui me permettent d'associer un verbatim à la thématique identifiée. Je veux dire que partager, je vais dire voilà, partager, ça marche si j'ai partagé, donné, assisté, aidé. Bon, là, c'est des exemples assez simples. Donc de la même manière, je suis allé interroger ChatGPT en lui disant, bah voilà, j'ai fait un extract de tous les mots les plus cités dans mon enquête, donc j'en ai pris 300 ou 400, les mots cités, donc à la fois les mots et les expressions, c'est-à-dire les groupes de mots, les groupes nominaux. J'ai ci-dessous une liste de mots correspondant aux réponses des clients, donc toujours sur mon enquête de satisfaction auprès des supports, auprès des clients qui bénéficient de notre service de support. Peux-tu ranger chacun des mots dans l'une des 15 catégories que tu as identifiées, donc celle qui avait sorti précédemment. Construis-moi un tableau avec en colonne 1 les thématiques et en deuxième colonne la liste des mots correspondant à la thématique identifiée. Donc je lui envoie tous mes mots et réponse de ChatGPT, il me dit avec plaisir, je vais associer les mots à la liste de ces thèmes. Et donc je vais retrouver mes 15 thématiques, rapidité, qualité des réponses, prise en charge, etc. Donc les 14 et 15, je ne les ai pas parce que je n'avais pas la taille sur mon écran. Et en deuxième colonne, je vais retrouver tous les mots qui permettent de faire l'association du verbatim à la thématique identifiée. Donc rapidité, réactivité, rapide, immédiat pour rapidité, réactivité. Pour la qualité des réponses, je vais avoir réponse, note, qualité, réponse. Pour la formation, compétences, besoins, compréhension, formation, etc. etc. Donc ici, j'ai une première proposition par ChatGPT que je vais pouvoir intégrer finalement quasiment telle quelle dans Sphinx, dans nos logiciels pour analyser, pour avoir un dictionnaire qui sera prêt à l'emploi, que je vais pouvoir appliquer à mon jeu de données pour avoir une analyse thématique et être capable de quantifier les idées abordées par les individus. Donc à nouveau, un gain de temps énorme, c'est-à-dire que si je dois faire ce travail manuellement, l'intérêt d'un dictionnaire qui va me permettre de réduire le temps de codage, donc au lieu d'avoir 5 jours de codage, je vais passer à peu près 2 jours pour construire ma grille thématique et identifier mes lexiques, voire peut-être plutôt entre 1 et 2 jours, en fonction du niveau de finesse que je veux là. Et là, je suis passé de 1 jour et demi à 2 jours à finalement quelques heures pour finir bien le travail, 2-3 heures, pour avoir un dictionnaire qui soit exploitable. Et que je vais pouvoir appliquer aussi bien à un jeu de données de 1000 verbatim qu'un jeu de données de 100 000. Le temps de traitement derrière sera le même et j'aurai une analyse exhaustive de mes commentaires. Donc une autre manière d'aborder, finalement, si je ne veux pas envoyer de verbatim brut,
Je dis, voilà, il y a un problème, il y a une question de confidentialité des données, donc je ne veux pas que mes données partent. Ce que je peux faire, c'est lui envoyer directement des mots. Donc c'est ce que j'ai voulu faire ici. Je dis, voilà, plutôt que d'envoyer des verbatim et construire une grille thématique sur la base des verbatim que je vais envoyer, je vais lui envoyer uniquement les mots-clés, et puis je vais voir ce qu'il me propose. Je lui dis, voici la liste des mots que les clients ont utilisés pour expliquer leur motivation à utiliser un service de support. Peux-tu ranger ces mots dans 10 catégories thématiques? Donc je lui donne tous mes mots, les mots les plus cités, et la réponse de ChatGPT. Voici une tentative de regroupement des mots que vous avez fournis dans 10 catégories thématiques, avec vitesse et réactivité, les mots associés, qualité du service, les mots associés, etc. etc. Donc j'avais pas la place sur mon écran, mais je me retrouve avec 10 catégories, et dans chacune des catégories, les mots qui me permettront d'associer le verbatim à la catégorie thématique. Donc finalement, il me construit mon dictionnaire. Ce dictionnaire, à nouveau, je n'aurai plus qu'à l'intégrer dans Sphinx pour pouvoir l'appliquer à mon jeu de données et avoir une analyse fine de mes verbatim. Quatrième exemple, codification automatique. Donc, je disais tout à l'heure, on peut effectuer une codification manuelle. Donc, je vais essayer d'identifier les thématiques. Je donne tout à mes enfants, j'achète une nouvelle voiture, j'invite mes amis en vacances, etc. Donc, autre approche, je vais voir ChatGPT, je dis, voilà, peux-tu me donner les 15 principales thématiques présentes dans la liste des verbatim ci-dessous et me construire un tableau de 2 colonnes avec en colonne 1 le verbatim et en colonne 2 là où les thématiques qui sont présentes dans le verbatim. Donc, je lui envoie tous mes verbatim, personnel accueillant, etc. Alors, évidemment, j'envoie les verbatim dans la limite je crois que c'est à peu près 4 pages de contenu que l'on peut intégrer, c'est 4000 mots que l'on peut intégrer dans ChatGPT. Et la réponse est la suivante. Donc voici le tableau avec 2 colonnes. En colonne 1, le verbatim, et en colonne 2, là où les thématiques présentes dans le verbatim. Donc on trouve le premier, personnel accueillant et souriant, c'est un magasin qui marche, etc. Donc on parle d'accueil du personnel, disponibilité des produits, accessibilité du magasin. Donc finalement ici, il m'a fait à la fois le travail de construction de la grille et le travail de codage. Donc ce qui me permet de gagner énormément de temps. Donc, avantages et limites finalement de l'utilisation de ChatGPT pour l'analyse des données textuelles. Beaucoup de points positifs. Le premier, c'est sa capacité d'adaptation à tous les contextes. Donc, je peux aussi bien lui envoyer des verbatim issus d'une enquête de support que finalement, je sais pas, un article de presse, voilà, pour qu'il analyse. Il sera capable de s'adapter à tous les contextes. C'est la facilité d'interaction. Finalement, je lui parle comme si je parlais à un consultant ou un ami. Je pose des questions, il me répond. C'est une très très forte évolutivité, donc on est sur des solutions qui avancent très rapidement. Un modèle qui finalement n'est pas dépendant de la langue. Je peux lui envoyer des contenus en français, en anglais, en arabe ou en chinois. Finalement, il aura la même compréhension des contenus, il n'est pas bloqué par la langue. Donc je vais gagner énormément de temps, on l'a vu, sur toutes les phases chronophages, à la fois les phases de construction d'une grille, donc de l'identification des thématiques, les phases d'interprétation d'analyse, les phases de construction éventuellement d'un dictionnaire ou les phases de codage. Il est capable de structurer correctement des données contextuelles, donc il a des idées très claires, une capacité de structuration et d'organisation qui est très forte. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais c'est aussi les intelligences artificielles, les IA génératives permettront d'aider à résumer des données, finalement fait produire des synthèses, nous aidera à la conception de dictionnaires comme on l'a vu, et à l'interprétation d'analyse. Les limites aujourd'hui, premier point, c'est la confidentialité des données. Donc en fonction du modèle économique choisi, si on prend le cas de ChatGPT par exemple, en version gratuite, vous allez, toutes les informations que vous allez envoyer lui seront utilisées pour améliorer son modèle. Donc c'est pas génial. Si vous partez sur un modèle payant, il s'engage à ne pas le faire. Par contre, on a des données qui partent sur des serveurs aux USA, donc protégés par le Patriot Act, mais on n'est absolument plus dans les clous par rapport à la réglementation européenne sur le RGPD, donc la protection des données personnelles. Troisième point, c'est finalement sur des volumes importants, on peut avoir des temps de traitement qui sont assez longs, voire des requêtes qui n'aboutissent pas. On est sur un modèle d'IA générative, donc de temps en temps, quand il ne sait pas, il raconte quand même quelque chose. Donc on parle d'hallucination, c'est-à-dire qu'il peut raconter n'importe quoi. Si vous lui demandez 50 thématiques, il n'y en a pas 50, il en improvisera 50. Voilà. Et puis, dernier point, c'est finalement, c'est un peu la perte, manque de contrôle sur le modèle et sur les données. C'est-à-dire que ça nous échappe. Si on prend le cas de l'analyse thématique par dictionnaire, on est capable, lorsque il y a une mauvaise association, de comprendre pourquoi
tel verbatim n'est pas associé à telle thématique, en allant regarder finalement les mots-clés qui les caractérisent. Sur l'IA générative, quand il se trompe, il n'est pas capable de comprendre, donc on va pouvoir le réentraîner pour qu'il l'améliore, mais en tout cas, les modifications en live et les justifications seront plus difficiles. Donc comment va se passer ce flux d'échange? Finalement, on part de la... Vous allez pouvoir collecter vos données avec différentes solutions, donc ça peut être les solutions Sphinx. Tout le nettoyage des données sera fait dans Sphinx. Et ensuite, ce qui concerne donc finalement la brique intelligence artificielle, elle va arriver sur la phase de thématisation, donc l'identification des thématiques, c'est qu'on l'a vu. Et puis l'orientation, donc dans Sphinx, on embarque maintenant un modèle d'analyse d'orientation basé sur du machine learning, donc sur de l'intelligence artificielle. On a entraîné un moteur avec plusieurs dizaines de milliers de verbatim pour identifier la polarité. Et une fois que la thématisation et l'analyse d'orientation est faite, on va pouvoir exploiter ces données-là avec les outils d'analyse statistique, analyse de données, produire un reporting, derrière produire des résultats qu'on pourra communiquer à un tiers, à un client. Et donc la prochaine étape, aujourd'hui, chez Sphinx, nous travaillons sur l'intégration d'un modèle d'IA générative, un moteur d'IA générative qui sera dans un cloud souverain, c'est-à-dire hébergé en France, de telle sorte à pouvoir assurer la réglementation, répondre aux problématiques RGPD. Alors, maintenant, on va rentrer plus spécifiquement dans l'utilisation de nos solutions. Donc, comment ça marche dans Sphinx? Donc, on va prendre un exemple. J'ai ici une étude. J'ai récupéré des verbatims qui sont issus de commentaires Google, donc des individus qui ont posté une évaluation suite au passage dans un hôtel parisien. Donc on voit ici qu'on a 1052 commentaires, donc ça commence à faire un volume assez important, avec des commentaires qui sont plus ou moins fournis, mais on a souvent des commentaires assez longs. Donc ces commentaires, ils sont contextualisés, on sait quelle est la note, les petites étoiles le nombre d'étoiles qui ont été données, s'il s'agit de couple, affaires, etc. Dans quel hôtel, de quel hôtel il s'agit, quand est-ce que le séjour a eu lieu. Donc comment on va exploiter ces données-là dans Sphinx? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce qu'on appelle une nouvelle vue. Une vue, c'est une page dans laquelle, ou un ensemble de pages, dans laquelle je vais pouvoir placer des analyses, qui peuvent être à la fois des analyses quantitatives, mais évidemment des analyses basées sur des données textuelles, donc c'est le sujet du jour. Hop. Donc je vais arriver dans un environnement où je vais avoir une page blanche, et je vais avoir à gauche la liste de toutes mes variables, et un panneau de propriétés qui s'ouvrira à droite, qui me permettra de modifier les propriétés de mon objet. Donc on est sur une solution qui mixe à la fois des besoins d'analyse, avec des outils statistiques qui sont présents, évidemment des tri à plat, des tableaux croisés, avec les tests statistiques, Ki2, Fisher, analyse de variance, des solutions de régression linéaire, de classification, etc. Des solutions, on va voir, d'analyse textuelle, donc évidemment des nuages de mots avec des mots-clés, toute l'analyse morphosyntaxique, mais de l'analyse polarité, de l'analyse thématique également, ce qui permettra de mixer tous les deux. Et nos solutions, d'une part, elles permettent d'exploiter les données, les analyser, mais également de produire directement un rapport en vue de le communiquer. Donc on est sur des solutions de data visualisation et de partage de résultats. Alors, si je prends donc l'exemple de notre question tout à l'heure, des données que j'ai récupérées, donc tous les avis clients qui sont passés par qui ont été postés sur Google, ce que je vais chercher à faire, c'est, je vais prendre ma variable et je vais la placer sur ma feuille de travail. Donc j'ai tout de suite finalement un nuage de mots qui est proposé, où je vais voir des mots, c'est vrai, mais aussi des groupes de mots comme petit déjeuner, comme salle de bain. Et tous ces mots-là, je vais pouvoir les retrouver en contexte. Lorsque voilà, ici j'ai la gare du Nord, le petit déjeuner, je vais pouvoir retrouver le verbatim dans lequel le mot-clé a été utilisé. Et ce que je vais pouvoir également faire, c'est, avec mon panneau de propriété à droite, c'est aller finalement choisir le type de mot que je vais afficher. Si je ne veux voir finalement que la manière avec laquelle les touristes parlent de l'hôtel, je vais n'afficher que les adjectifs, de telle sorte à avoir des qualifiants et pouvoir retrouver voilà, les mots-clés agréable, sympathique, confortable, propre, original, beau, etc. Et donc, si je veux voir, par exemple, disponible, dans quel cas utiliser le mot-clé disponible, on va le retrouver ici, des appartements disponibles, en belle prestation, bon accueil, etc.
Donc ici, j'ai une analyse purement lexicale. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la question du comment. Donc comment les individus parlent du séjour. Donc plutôt que d'afficher le verbatim, cette fois, je vais afficher les orientations. Et ce que va me proposer la solution, c'est une analyse qui va permettre de catégoriser les verbatims entre des avis négatifs, des avis partagés, des avis positifs et des avis sans opinion, qu'on va pouvoir détailler ou non avec les nettement négatifs, plutôt négatifs. Donc ici, j'ai la répartition des différentes catégories. Donc si maintenant je veux voir les verbatims associés aux éléments négatifs ou positifs, donc je vais prendre mes commentaires, je vais les placer à droite, je vais enlever mon nuage de mots, et puis je vais lui dire que lorsque je clique sur mon camembert ici, je veux que mes verbatims soient filtrés et n'afficher du coup que les négatifs ou que les positifs ou que les neutres. Je valide, et lorsque je clique sur les commentaires verts, sur les commentaires voilà, positifs, ici j'ai les avis positifs, les commentaires négatifs, voilà, c'est une catastrophe cette réservation, petit déjeuner vraiment amélioré, et puis les éléments partagés. Si je veux que ce soit plus lisible, sur mes verbatims, je vais pouvoir aller les colorier selon l'orientation pour avoir quelque chose de plus clair. Voilà, donc ici on est sur le comment les individus parlent de mon séjour. Maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est à catégoriser. Donc soit je peux le faire via une analyse par codification manuelle, soit comme j'ai expliqué tout à l'heure, par une analyse par association lexicale et par dictionnaire. Et c'est là où je vais pouvoir m'appuyer sur ChatGPT, ce que je vous parle des IA génératives, à la fois en l'aidant, lui demandant de m'aider à construire ma grille, mais également en lui demandant d'identifier les mots-clés, les expressions qui permettront d'associer de faire l'association entre la thématique et les verbatims. Donc plutôt que d'afficher le verbatim ici, je vais lui demander d'afficher la thématique. Et je vais aller dans le paramétrage. Donc j'ai une fenêtre finalement qui va s'ouvrir, dans laquelle je vais retrouver tous les mots-clés utilisés par les individus. Au centre, je vais retrouver une grille thématique qui est structurée de la manière suivante, avec la grande thématique accueil, où j'ai accueil, départ, arrivée, ambiance. La notion d'hébergement avec chambre, décoration, salle de bain, literie, propreté. Des éléments de restauration, donc petit déjeuner, repas, thé, café. Donc ici, j'ai une grille thématique qui était j'avais déjà fait l'analyse auparavant, mais je peux aller finalement dans le logiciel, aller sélectionner la thématique que je pense être adaptée à mon contexte, expérience client, expérience e-commerce. Donc ici, j'ai par exemple l'expérience touristique. Je vais choisir cette thématique-là, je vais la charger, et donc ma grille va être remplacée, donc c'était déjà celle-ci qui était appliquée, mais va être remplacée par le dictionnaire que j'ai chargé. Et si j'ai effectivement demandé à ChatGPT de construire le dictionnaire, comme j'avais tout à l'heure dans mon diapo, on le voyait avec un tableau dans lequel j'avais à gauche mes thématiques et à droite la colonne avec les lexiques associés, je vais pouvoir aller ici cliquer sur télécharger et importer finalement, en faisant un copier-coller, importer ce tableau-là pour pouvoir l'appliquer à mon jeu de données. Donc ici, je vais donc valider, je vais dire voilà, c'est bon. S'il y a éventuellement des mots qui sont présents dans mon lexique et qui ne sont pas dans ma grille thématique, je vais pouvoir les rajouter. Par exemple, ici, je vois que j'ai salle de bain, ou alors petit-déj, voilà, petit-déj, je vais le rajouter dans petit déjeuner ici, voilà. Ça n'a pas marché. Hop. Voilà, je vais le rajouter, ce qui fait que lorsque petit-déj est présent, l'association sera faite. Donc je vais pouvoir toujours retrouver les mots-clés en contexte. Voilà. Donc je vais valider. Et cette fois, au lieu de m'afficher un nuage de mots ou de m'afficher la liste des verbatims, je vais directement avoir les catégories thématiques. Et tout l'intérêt de la solution, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure de triangulation, c'est-à-dire de mix des approches, c'est que je vais dire, voilà, ici j'ai mes catégories thématiques, j'aimerais pouvoir les mettre en perspective avec l'orientation, par exemple, pour voir l'orientation moyenne en fonction des thématiques abordées. Donc je vais faire une nouvelle page. Voilà. Je vais prendre ce tableau-là, je vais faire copier, je vais le coller. Je vais prendre mon orientation tout à l'heure, copier. Je vais coller ici. Et je vais lui demander ici directement de me croiser ces deux variables
ce qui me permettra d'avoir, donc je vais permuter, pour chacune des thématiques, la part d'avis partagé, négatif ou positif. Donc on a ici du coup une idée beaucoup plus claire des thématiques qui sont abordées et de la manière avec laquelle les individus nous parlent. Puis on va pouvoir faire d'autres choses. Si tout à l'heure je reprends donc mes catégories thématiques, donc je vais demander d'afficher la thématique ici. Je voudrais voir finalement comment se répartissent les thématiques en fonction de l'hôtel qui a été visité. Donc est-ce que dans tel hôtel on parle plus de telle ou telle thématique ou autre? Je vais croiser. Et je vais me trouver avec un tableau dans lequel je vais avoir, pour chaque hôtel visité, la part de commentaires qui va mentionner la salle de bain, propreté, odeur ou autre. Et comme on est dans une solution d'analyse statistique, il va me finalement aller faire un test de significativité pour voir s'il y a une relation entre l'hôtel que je visite et le type de commentaire que je vais effectuer. Et c'est ce que l'on voit avec en rose les éléments sous-représentés et en bleu les éléments surreprésentés. Par exemple, pour l'hôtel Apollon-Montparnasse, on a significativement beaucoup plus d'individus qui mentionnent la thématique de l'accueil. Voilà. Et puis, je vous inviterai à regarder d'autres vidéos sur Sphinx pour voir finalement dans quelle mesure on pourra transformer ces tableaux-là en belles visualisations avec tous les graphiques qui sont disponibles dans l'application. La possibilité de construire des rapports, mais ça c'est un autre sujet qui pourrait être abordé à un autre moment. Donc j'ai fait le tour finalement des possibilités. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais l'objectif c'était vraiment de vous présenter dans quelle mesure aujourd'hui les IA génératives, l'IA et les solutions d'analyse peuvent cohabiter pour pouvoir tirer le meilleur parti des deux, afin à la fois de faire gagner en temps et gagner en pertinence. Merci beaucoup et bonne journée.